corps, en français étant extrêmement vaste, nous avons choisi d'essayer de vous faire découvrir des textes que vous ne connaissez peut-être moins que d'autres. C'est-à-dire qu'il y aura pas mal de textes québécois, mais bon, on a essayé d'être égal. Dieu ou les dieux n'ont pas de corps, ou alors ils les ont tous. Si le projet caché de la science-fiction est de réaliser la promesse du serpent, vous serez comme des dieux. Elle doit donc débarrasser l'humain de son corps, de sa chair, de sa viande. Il lui aura fallu plus d'un siècle pour y arriver, presque. Dans la SF de l'âge d'or, le corps est absent. Du moins, est-ce seulement le corps conquérant, dont la main met le pied dans toute la galaxie. Ça bouge, ça se bat, c'est blessé, décorativement en général à la poitrine, et quelquefois ça meurt de manière spectaculaire, par décompression, par exemple, les périls de l'astronaute. Ça mange rarement, ça boit pas mal, et ça ne baisera pas avant les années 60. Quant au reste des fonctions biologiques, glissées mortelles, et là on parle essentiellement du corps neutre, donc masculin, parce que les personnages féminins se dénombrent au compte-gouttes, et sauf sur les couvertures des magazines, ils ont, telle Suzanne Calvin, très peu de corps. Et pourtant, le problème du corps est présent, c'est un refoulé qui ne cesse de se pointer le nez. Que ce soit les doppelgangers voleurs d'identité comme le robot humanoïde, l'androïde ou le mutant de la race qui nous supplantera, tous munis de corps plus performants que l'humain normal, ou l'autre autre, également doppelganger assassin, lorsqu'il est métamorphe et prend aussi notre corps et notre place. C'est qu'il y a cette question obstinément dualiste qui ne cesse de volter partout. Est-ce notre corps ou notre esprit qui nous rend humains? Avec l'apparition du cyborg, ce mélange organo-technologique, ça se gâte. À partir de quelle quantité, quel pourcentage de technologie cesse-t-on de le percevoir comme humain? Où commence la Uncanny Valley dont on a parlé à propos des robots humanoïdes au Japon? Le cheval dans la locomotive ou le cerveau prisonnier de la machine qui pilote? Alors un extrait de La mer Allée, qui est le 5e volume de Tyrannael de Von Arbour. Il s'agit d'une cyborgisation, on dit cyborgisation en action. Une fois le corps écorché sur presque toute sa face antérieure, surtout le torse et l'abdomen, les bras manipulateurs se retirent, la table auxiliaire s'écarte. Une autre table surgit avec d'autres conteneurs où dans un liquide transparent flottent des fragments plus ou moins gros de matière blanchâtre à l'aspect mou, à la surface sanguinolente. D'autres bras s'allongent. Ils s'affairent maintenant à effeuiller la chair pour mettre plus en évidence à certains endroits le réseau profond des veines et des artères et le réseau lymphatique. Des incisions sont faites surtout au niveau du muscle cardiaque. Du sang coule maintenant avec lenteur, étanché par des bras aspirateurs. Deux autres bras fleurissent en une série de pinces minuscules qui vont saisir des fragments de matière blanchâtre dans les conteneurs et les introduisent un à un dans les conduits ainsi ouverts. Pendant ce temps, deux bras sinueux semblent s'employer à larder tout le corps, à l'aide d'une aiguille très longue et très fine, d'un curieux fil blanc, étincelant comme de l'argent, qu'elle faufile le long des principaux vaisseaux sanguins, des tendons, des os et de la colonne vertébrale, là où ils ont été mis à nu. Un 5e bras s'est allongé et replié pour être parallèle au corps, en dessous et hors du chemin des autres bras, pour fixer le fil dans leur sillage, avec de minuscules gouttes d'un liquide couleur de sang qui se décolore et semble se fondre dans les tissus avoisinants. Ensuite, il va y avoir la maîtrise technoscientifique de l'organique. D'abord fantasmée, vous vous rappelez, « It's alive !» Frankenstein, puis concrétisée, la génétique et compagnie, déclenchant de nouveaux rêves et cauchemars, avec de loin en loin, mais de plus en plus présents, quelques questionnements éthiques. Voici un texte tiré d'Yves Ménard, d'une nouvelle qui s'appelle « Sur la plage des épaves ». Ce sont des colons qui sont arrivés sur une planète qui devait être hospitalière et qui l'est nettement moins que ce qu'ils espéraient. Beaucoup plus tard dans le futur. Le matin après la tempête, Valire trouva une main sur la plage. Le derme avait disparu, rongé par la flore bactérienne de l'océan extraterrestre. Dégagé de sa gangue de chair, le plast de la paume avait l'air neuf. Les doigts, à 4 joints, qui avaient passé tout ce temps sous le sable du fond, étaient érodés et crevassés. Les lèvres soudées par un sourire désabusé, Valire ramassa la main et s'amusa distraitement à plier et replier le doigt du milieu. La conception avait été soignée. Malgré les décennies, les articulations en mousse de plast
avaient résisté à l'action corrosive de l'eau salée. Ils ont été victimes en particulier d'un virus. Le virus aurait pu nous éliminer tous, mais nous avons eu de la chance. Je crois que pas un d'entre nous n'a oublié ce court règne de la peur en plein Éden. Nous avons retenu la leçon. Le biologique, c'est sale, glissant. La chair est faible et on ne peut pas s'y fier. Tandis que le plast, c'est propre et contrôlable. Et il peut faire tellement de choses. Le plast ne se confondait pas, il y en a encore un bout, le plast ne se confondait pas avec l'organique et il était plus performant de toute façon. Des implants en plast répartis dans tout le corps générèrent les enzymes voulues et il devint possible de sortir à l'air libre et de respirer sans crainte. Ça peut toujours autant, mais les colons n'en étaient plus à ça près. Le plast était pratiquement invulnérable aux formes de vie indigènes, c'était un matériau miracle, solide, résistant, léger, intelligent, actif au niveau nanoscopique. Évidemment, ça se gâte après. Et alors qu'on n'avait pas encore digéré ça, voilà le virtuel qui embarque. Avatar, intelligence artificielle, réalité virtuelle et autres joyeusetés. On ne répare plus le corps, on ne l'amplifie plus, on le laisse derrière pour sauter à pieds joints dans la matrice. Hurrah, ce coup-ci, on est vraiment délivré du corps, on redevient triomphant. Un extrait de La Serre et l'ombrelle de Gérard Klein. C'est le début du texte. Il sent une goutte de sueur couler entre ses omoplates, naître une démangeaison. Il s'efforce de l'oublier. Ici, on ne peut pas aisément se gratter. Pourtant, il ne plane pas dans l'espace, serti dans un scaphandre, chevauchant une fusée impossiblement rapide et docile. Il se déplace dans un espace électronique, abstrait, celui des données collectées en temps réel par tous les réseaux d'observation. Il voyage dans l'infosphère et non dans la réalité. Il saute d'un point de vue à un autre, le temps qu'un circuit lui obéisse. Il surveille la Terre entière, les ceintures de Van Allen, les émissions solaires, la haute atmosphère, à travers les yeux de la Lune. Il regarde les continents depuis les plateformes géostationnaires qui dessinent un mince collier autour de l'équateur. Il survole les baies, les deltas, les déserts, les monts, les champs, les forêts et les villes. Sur un geste, un mot, un claquement de langue, un grattement d'ongles, les machines remplacent inlassablement une image par une autre, règlent une focale, lui donnent l'impression enivrante de plonger de 900 km d'altitude, de 36 000 km de distance au fond de l'univers, jusqu'à la surface de la Terre. Donc, on est vraiment délivré du corps, comme on le voit, on redevient triomphant. Vraiment, la libération de la chair ne s'accompagne pas nécessairement d'une amélioration de l'esprit. Un extrait maintenant de la nouvelle de Laurent McAllister, qui est le symbionyme de Yves Ménard et Jean-Louis Trudel. Donc, il y a pour titre le Pierrot diffracté, avec l'insistance sur le mot diffracté. Le Pierrot vide le contenu de sa seconde seringue dans les veines d'Armeline. Elle ressent à peine la piqûre. Puis il enfonce la lame dans l'épaule comme un bûcheron qui entaille un arbre de sa hache. Une céramolame aurait séparé du même coup le membre du tronc, mais la lame du Pierrot ne fait que taillader profondément chairs et cartilages. Il recommence, puis se met à scier du poignet, poussant le coutelas au creux de l'articulation, sectionnant les os et les tendons. Il a sûrement débranché ses circuits auditifs et le décrescendo des cris râpant la gorge d'Armeline ne doit lui parvenir que comme la plainte ténue d'un insecte qu'on décortique. D'ailleurs, Armeline cesse bientôt de hurler. Donc on voit que le Pierrot est virtuel, Armeline est virtuelle, mais il n'empêche que... Aïe! On aura beau y faire, même dans le virtuel, le corps n'est pas éternel. Par exemple, on peut y mourir par personne interposée, ce qui est une simple transposition de ce qu'on trouve les gens qui sont accrochés à leur ordinateur et qui oublient de leurs besoins les plus élémentaires, qui se retrouvent à l'état de momie dans certains films de science-fiction, mais aussi dans certains cas un petit peu moins graves dans la vie dite réelle. Un extrait d'une nouvelle de Daniel Cernine
qui s'appelle Yajin et la mort. Il s'agit de courses automobiles sur la Lune Yo, enfin automobiles, de véhicules particulièrement performants, brum brum, et les spectateurs, qui parient bien entendu, sont en partage virtuel avec les conducteurs. Et voici ce qui se passe à la fin de cette course. C'est le dernier des conducteurs, et ils ont tous fait la même chose. Le sol d'Io s'ouvre soudain devant vous. L'appareil de Kit Jou disparaît à vos yeux, ses rétros déjà allumés. Vous tournez à gauche en amorçant la plongée, vous ne faites rien pour freiner. Sur votre gauche, la falaise rousse défile. Vous survolez Kit Jou qui a choisi un piqué freiné mais presque vertical. L'ourlet de bioxyde de soufre gelé qui s'étire au pied de l'escarquement vous éblouit de sa blancheur bleutée. Lisse, sans relief, il n'offre pas d'indice visuel de son niveau. Un coup d'œil à l'altimètre vous glace d'épouvante. Rétrofuser au maximum, couper les propulseurs, donner pleine puissance aux altiveurs, c'est trop tard. Vous le comprenez lorsque le sol glacé fracasse le ventre de votre bolide et que l'univers s'écrase en grinçant avec vous au milieu. Tous les pilotes se sont tués et il y a plusieurs morts dans le public. Et donc, on pourrait dire qu'à l'âge de fer de la science-fiction, les années 80, il n'y a pas vraiment de corps nouvellement triomphant. Il va falloir arriver à l'âge de plastique, maintenant, pour en explorer plus avant les apories soi-disant post-humaines, et pour voir naître quantité de textes où le corps tient une place de premier plan, remis en contexte dans l'espace-temps, c'est-à-dire qu'il n'est plus juste un élément du décor, mais vraiment un élément du récit. Deux textes, un texte de Jean-Jacques Guyenne et un texte de Richard Canal, qui sont tirés tous les deux de Escale sur l'horizon, l'anthologie historique de Serge Lehmann, et tous les deux portant un titre qui renvoie à l'amour. Évidemment, c'est un clin d'œil ironique, mais c'est aussi un contraste très révélateur. Le texte de Nguyen s'appelle « L'amour au temps du silicium », et il fait ceci à un moment donné, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Les premiers jours, j'ai passé l'essentiel de mon temps à émerger du coma pour y replonger aussitôt. L'implant synthétique contenant l'enregistrement de ma mémoire construisait l'interface avec mon corps d'emprunt. Des millions de connexions s'établissaient entre la partie biologique du cerveau, fournie avec le nouveau corps pour contrôler ses processus vitaux, et les circuits de l'implant. À l'instar d'un nouveau-né, j'avais besoin de dormir pour faciliter la croissance des circuits neuraux. L'implant savait exactement quel réseau activer pour rétablir les fonctions corporelles. Une personne amputée d'un bras peut encore sentir sa présence, lui donner l'ordre de bouger, avoir l'illusion de plier le coude ou d'écarter les doigts de la main. Il en était de même pour mon cerveau synthétique. Contenant l'intégralité de ma mémoire, il n'avait rien oublié des processus corporels de base. Il lui suffisait d'imaginer une action pour recréer les connexions adéquates, après quoi il se lance dans des fantaisies masturbatoires. Le texte de Richard Canal, qui s'intitule « Dernier embarquement pour Cythère », c'est un petit peu la même chose. On a un anima qui est en contact avec le cerveau d'une des expérimentatrices. Des messages chimiques constitués d'enzymes généralement utilisés dans la duplication des molécules ARN brouillaient l'espace autour de la double hélice Watson-Crick de l'anima. C'était hallucinant. Plus Erilka évoquait sa passion pour faire scène, plus les réactions enzymatiques de type Q se multipliaient, synthétisant des séries complètes de nucléotides qui venaient s'incorporer à la double hélice des acides nucléiques. Comment un anima pouvait-il modifier sa structure chimique à l'évocation d'un simple concept? Comment une suite d'échanges électriques dans le cerveau d'un être immergé dans un monde qui n'existait pas pouvait-elle influencer un modèle mathématique? Mais tout cela, tout ce qui précède, c'est une des histoires possibles de la SF. Car en parallèle, depuis les années 60, sous les plumes des écrivaines et dans la virtualité que constitue la fiction, on n'avait évidemment pas attendu pour faire revenir le corps triomphant, les conquérantes ou les battantes, comme Jirel de Joiry ou Alix de Joanna Ross. Le corps nié par la technologie, mais qui essaie de se faire entendre, comme The Ship Who Sang, le vaisseau qui chantait d'Anne McCaffrey. Le corps martyrisé par la technologie, mais revendicateur, The Girl Who Was Plugged In de James Tiptree, qui a été traduit sous le très mauvais titre Une fille branchée. Dans les années 70 et 80 au Québec, on aura Esther Rochon,
Le corps dans toute son épaisseur, sa lourdeur, que ce soit son poids de faute et de punition. Alors, dans l'extrait de L'âme que je vais vous lire, on est dans un enfer de science-fiction. Les mains froides, les pieds froids, le reste de son corps énorme, immonde, lieu insatiable de désir, juchée incongrument sur un tabouret trop petit, elle siégeait à l'entrée des enfers. Les nouveaux arrivants étaient horrifiés en l'apercevant. Leur corps n'était qu'à peine transformé. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir, à quel mépris d'eux-mêmes ils allaient bientôt accéder. Elle leur annonçait la couleur. Ici, ils ne souffriraient pas. On leur retirait tout accès à la splendeur, rien de plus. On leur interdisait la dignité, mais cela n'allait pas plus loin. Ceux qui se retrouvaient ici n'avaient pas fait grand mal. Ils étaient condamnés à la médiocrité. Il n'y avait pas de musique dans ce monde clapotant, ni de poésie, ni livre, ni film, ni journal. Elle avait aimé beaucoup lire. Pour un temps, elle pouvait alors s'imaginer belle, désirée ou bien héroïque. Ici, en ce lieu irréel, impossible d'entretenir de telles illusions. C'était paradoxal. Le lieu d'avant, qui se targuait d'être un monde concret, où s'appliquaient les lois physiques identifiables, avait aussi constitué une piste d'envol vers l'absence. Il y avait été si facile de se faire faux bon, de se déserter soi-même. Ici, la seule piste d'envol menait vers les zones dangereuses de sa propre jouissance. C'était une piste praticable. Elle conduisait à devenir larve, la bouche seule émergeant de la boue, le corps pâteux étayé et colonisé de l'intérieur par ces minuscules gardiens surnommés fourmis. Il y aurait eu aussi un autre extrait d'Esther Rochon qui aurait pu être intéressant à lire, c'est-à-dire Coquillage dans la laideur transcendée. Je vais plutôt lire un extrait du corps dans ses transformations révélatrices, un extrait du roman Les Jours de l'ombre, le tout début du roman Les Jours de l'ombre de Francine Pelletier. Le jour où l'œil commença à lui pousser, Cha-Emma sut qu'elle devait partir, quitter le village avant de jeter le déshonneur sur sa famille, son clan. Il ne s'agissait encore que d'une toute petite bosse sous le sein gauche, un léger renflement sensible au toucher, que Cha-Emma tâtait avec douceur devant le miroir de sa chambre. Avec un geste caressant pour ses seins, elle se redressa et contempla sa propre image. La bosse n'était pas encore très visible, mais Emma savait que cela ne tarderait pas à enfler, que la mince ligne d'une paupière s'y dessinerait. Car elle avait déjà vu un œil pareil, dans le dos de sa mère. Le toucher innocent d'une enfant, une question naïve. « Qu'est-ce que tu as là, maman? » Et cette pâleur soudaine sur le visage de sa mère. Oui, Emma connaissait. Quelques jours après, sa mère était partie, on avait trouvé son corps au fond d'un ravin. Donc, cette mutation corporelle va avoir toutes sortes de répercussions, à la fois sur le personnage du roman et sur le monde au complet. Donc, il y a eu la question du corps, du genre et de l'identité humaine dans Von Arbour, comme les métamorphes, thème relativement classique, les artefacts du cycle de Bahia Blanca, ou l'angoisse de la perte du corps dans cette version du virtuel qui est le rêve. Et un extrait du Silence de la Cité, puisqu'on l'a cité. C'est le dernier affrontement entre Elisa, la protagoniste, et son père créateur, Paul. Il claque des doigts. Tout le corps d'Elisa sursaute comme on manque une marche en rêve. Et elle sent un picotement, un fourmillement, non, une intense chaleur, et l'impression de couler. La sensation est si forte, si intense qu'elle regarde ses cuisses, horrifiée, en pensant qu'elle ne contrôle plus sa vessie. Son sexe est en train de se résorber. Sur sa poitrine, ses poils disparaissent. Des seins poussent.
Dans tout son corps, la masse de muscles et de chair se réorganise. Les bras, le dos, les cuisses, le ventre. Stupéfaite, horrifiée, elle essaie d'arrêter le processus, de contrôler ce corps qui change malgré elle, mais elle ne peut pas, elle ne peut pas. Son corps ne lui obéit pas. Il doit y avoir une explication, il doit y avoir une explication. Elle touche son corps transformé, elle le reconnaît, mais ce n'est pas possible. Paul a claqué des doigts et elle s'est métamorphosée, ce n'est pas possible. C'est bien toi, Elisa, dit la voix souriante de Paul. C'est ce que tu es vraiment, tu le sais, et je le sais. Qui peut le savoir mieux que moi? Je t'ai faite, Elisa, et je t'ai faite femme. Tu es à moi, tu ne peux être qu'à moi, avec moi, tu vois bien. J'arrive, et tu redeviens toi-même. Elle se touche encore, elle se regarde. Les seins épanouis, les hanches rondes. Ce n'est pas moi. C'est l'autre Elisa, l'Elisa de Paul, oui, mais ce n'est pas moi. La panique reflue. Il doit y avoir une explication rationnelle. Depuis combien de temps Paul est-il là? Combien de temps a-t-elle dormi? Cette sensation de paralysie au réveil? Drogué. Il a dû la droguer. Il a réussi à avoir accès aux images cachées par des bras et il l'a suggestionnée à son tour. Il l'a suggestionnée à répondre à son signal à lui. Et son esprit à elle, endormi, est allé chercher l'image que Paul s'est toujours faite d'elle. Le corps voluptueux, hyper féminin, quasi maternel. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas elle. Ça n'a jamais été elle. Et ce n'est pas à elle qu'il est en train de parler. C'est au fantôme d'une Elisa qui est morte aussi. Une Elisa aimante, naïve, celle qu'il a toujours manipulée à sa guise, celle qui aurait évidemment été subjuguée par cette démonstration de son pouvoir sur elle. Il ne sait pas qu'elle n'existe plus. En France, renouant aussi avec le motif du métamorphe, mais avec un déplacement significatif d'accent, on a bien sûr le personnage de Célène dans Chromoville de Joël Vintrebert, avec son très beau début, je ne vous lis pas le début, qui commence par statue de chair éclaboussée de rouge. On passe au protagoniste, puisque ça c'était une espèce de prologue. Il pleuvait. Le corps liquide de la ville s'estompait dans la brume. L'heure grise recouvrait tout d'un masque. À côté, au vide, sur la plus haute terrasse de la plus haute tour, le jeune homme frissonna. Il lui semblait soudain que la vie